Un ouragan se dirige actuellement vers l'Europe, mais alors à quoi faut-il réellement s'attendre? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un ouragan appelé Daniel s'est formé ce vendredi dans l'océan Atlantique, dans une zone où c'est assez rare en général. Et depuis hier, plusieurs instituts de météo estiment que cet ouragan pourrait atteindre l'Europe d'ici vendredi ou alors samedi, et notamment donc la France. Alors revenons à la base, un ouragan, aussi appelé cyclone dans l'hémisphère sud en général, c'est un phénomène météorologique extrême où une énorme masse en fait chargée d'eau tourne sur elle-même, et tout cela provoque notamment des vents violents. Alors pour revenir à cette actu, que va-t-il se passer si un ouragan frappe effectivement les côtes françaises? Est-ce qu'il faut s'attendre à une véritable tempête tropicale comme ce qui s'est passé avec Katrina ou encore Irma en Amérique? Je vous rassure tout de suite, et contrairement à ce que vous avez peut-être pu entendre ces derniers jours sur les réseaux sociaux, en l'occurrence la réponse est non. En fait, l'ouragan va a priori perdre pas mal en intensité au fil de la semaine pour devenir ce que les météorologues appellent une simple dépression extra-tropicale. C'est en gros le contraire de ce que l'on appelle un anticyclone qui lui en général amène le beau temps. Et concrètement pour nous, selon plusieurs météorologues, Daniel sera juste une vague de mauvais temps avec des fortes pluies et des vents assez violents. Par ailleurs, plusieurs ouragans ont déjà frappé l'Europe récemment, mais à chaque fois justement ils ont perdu leurs caractéristiques tropicales et perdu en force. C'était le cas par exemple avec l'ouragan Ophelia en octobre 2017 qui avait notamment frappé l'Irlande. Bref, par leur position aujourd'hui, l'Europe et la Méditerranée plus largement sont plutôt épargnés par les ouragans, contrairement par exemple à la côte est des États-Unis ou alors à certains territoires d'outre-mer français. Cela dit, tout cela pourrait être amené à évoluer au fil des années avec le changement climatique. Et oui, encore lui, les experts de l'ONU sur le climat, donc les experts du GIEC, expliquent en effet que la fréquence et l'intensité de ces phénomènes extrêmes vont se multiplier dans les années qui viennent, avec des ouragans qui pourraient être jusqu'à 20% plus intenses qu'aujourd'hui dans le monde, et surtout des ouragans qui pourraient survenir plus au nord que jusqu'ici, et donc toucher par exemple la France. Et ce qui pourrait aussi arriver en Europe qui mérite d'être observé, c'est que des ouragans puissent se former dans la mer Méditerranée, alors que normalement les conditions météorologiques ne sont pas réunies dans cette zone pour qu'ils apparaissent. Les scientifiques en fait parlent de Medican ou Medicane, il y a plusieurs façons de le dire, la contraction donc en anglais de Méditerranée et de Hurricane, ce qui veut dire donc ouragan en anglais. Bon, et au passage, petite minute culture G sur la manière dont sont fixés et donnés comme ça les noms des ouragans. En fait, au niveau mondial, c'est l'Organisation météorologique mondiale qui s'en charge, en alternant des prénoms masculins et féminins dans l'ordre alphabétique. Et c'est assez lunaire, mais il faut savoir que jusqu'en 1979, ils n'utilisaient que des prénoms féminins, sous prétexte, en tout cas c'était l'élément au départ qui a fait ça, que les femmes avaient parfois mauvais caractère et qu'ils étaient donc semblables à des ouragans, avant donc, vous l'imaginez, que ce stéréotype ne soit finalement aboli et qu'on alterne désormais hommes et femmes. Allez, on continue avec un deuxième sujet rapidement. Le gouvernement a annoncé ce dimanche que son dispositif du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie allait être finalement prolongé en 2023. Je vous explique donc pourquoi c'est important et pourquoi aussi ça fait débat. En gros, ce bouclier tarifaire est en place en France depuis fin 2021 et il vise à limiter la hausse du prix du gaz et du prix de l'électricité pour les consommateurs. Par exemple, la hausse du prix de l'électricité est limitée à 4% par an pour la quasi-totalité de la population, alors que le prix de production de l'électricité a fortement augmenté ces dernières semaines pour plusieurs raisons qu'on a pu évoquer. Il y a certes la guerre en Ukraine, mais il y a d'autres raisons aussi qu'on a eu l'occasion de voir ces derniers jours. Mais le truc, c'est que ce bouclier tarifaire coûte très cher à l'État, qui doit d'une certaine façon, et sans rentrer dans les détails, mais compenser la mise en place de ce bouclier tarifaire et donc la limitation de la hausse du prix de l'électricité. Et pour vous donner un ordre de grandeur, depuis fin 2021, le coût du bouclier tarifaire pour l'État s'élève à 24 milliards d'euros selon les derniers chiffres du ministère de l'économie, soit par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, environ l'équivalent du PIB de plusieurs pays comme par exemple du Sénégal. Bref, du coup, initialement, ce bouclier tarifaire devait s'arrêter à la fin de cette année 2022, sauf que ça inquiétait forcément beaucoup les consommateurs qui craignaient donc de voir les prix de l'électricité exploser, dans un contexte d'ailleurs déjà où la hausse générale des prix atteint des niveaux jamais vus depuis 25 ans en France. Bref, la crainte donc d'une explosion des prix de l'énergie. Mais donc ce dimanche,
le gouvernement a annoncé que ce dispositif serait prolongé. Cela dit, pour l'instant, on n'a aucune précision sur la limite d'augmentation qui est prévue. Est-ce que c'est toujours 4%? Est-ce que ce sera différent? Ni d'ailleurs d'informations sur la nouvelle durée de ce dispositif. Est-ce que c'est pour toute l'année 2023? Est-ce que c'est juste pour le début d'année? Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations au moment où je tourne ces actus du jour. Par ailleurs, c'est important de noter que certains disent que ça coûte cher, mais d'autres estiment que ce n'est pas suffisant et que l'État, et plus précisément le gouvernement, doit faire davantage pour venir en aide à la population. Et il y a certes la question de l'énergie, mais il y a d'autres sujets donc avec cette hausse générale du niveau des prix. Bref, c'est une question très politique sur des choix politiques à faire de la part du gouvernement et qui font fortement débat en ce moment. Je vous tiens au courant évidemment là-dessus. Peut-être qu'on reviendra d'ailleurs sur les solutions alternatives qui sont proposées par d'autres mouvements politiques pour comprendre donc le débat sur le sujet. Allez, on poursuit avec les actualités en bref et d'abord cette première information importante qu'on continuera à évoquer dans les prochains jours aujourd'hui, c'est le début du procès de l'attentat de Nice qui a eu lieu le 14 juillet 2016. Ce jour-là, un homme à bord d'un camion avait foncé sur la foule qui s'était réunie pour le feu d'artifice sur la promenade des Anglais à Nice. En fonçant sur la foule, il avait fait 86 morts et 450 blessés. Alors même si l'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique, eh bien l'enquête n'a pas établi de lien direct entre l'auteur ou les auteurs de l'attaque qui ont participé d'une façon ou d'une autre et le groupe djihadiste. Et l'enquête a donc estimé que c'était un acte individuel qui n'était pas donc organisé directement par l'État islamique. L'auteur de l'attentat a été tué par les policiers juste après le drame, donc il ne sera pas jugé aujourd'hui lors du procès. Mais 3 hommes et une femme sont quand même sur le banc des accusés. 3 pour association de malfaiteurs terroristes criminels, donc en gros pour avoir aidé à préparer l'attentat. Et 5 autres personnes sont aussi sur le banc des accusés, dont une en fuite pour avoir notamment fourni des armes aux terroristes, sans forcément savoir d'ailleurs qu'ils prévoyaient de commettre un attentat. Ils risquent tous entre 10 à 30 ans de prison pour les faits les plus graves. Alors le procès se tient à Paris, comme pour le procès des attentats du 13 novembre 2015, une cour spéciale a été créée, et vu que le drame s'est déroulé à Nice et pas à Paris, eh bien 2 salles ont été montées au rez-de-chaussée du palais Acropolis de Nice pour que les proches des victimes puissent suivre le procès directement. Le verdict est attendu pour le 16 décembre. Deuxième actualité au Royaume-Uni, une actualité politique désormais. On connaît le nom du prochain Premier ministre du Royaume-Uni, et en l'occurrence, c'est une première ministre. Il s'agit de Liz Truss, l'actuelle ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, qui prend donc la tête du parti conservateur, généralement classé à droite, et qui devient donc automatiquement la nouvelle première ministre du Royaume-Uni jusqu'aux prochaines élections législatives qui ont lieu dans 2 ans. En effet, je le rappelle, on en a parlé la semaine dernière, au Royaume-Uni, eh bien, c'est le leader du parti qui a une majorité d'élus au Parlement qui devient Premier ministre. Et donc là, les membres du Parti conservateur ont élu Liz Truss pour qu'elle devienne Première ministre, et ce alors que l'ex-Premier ministre Boris Johnson avait démissionné début juillet. Alors pour la petite présentation, Liz Truss a 47 ans, elle a occupé plusieurs postes de ministre ces dernières années. Elle était aussi députée depuis 2010, et à noter que, bien, en termes de positionnement politique, elle a notamment défendu la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Bref, il s'agit donc de la 3e femme première ministre au Royaume-Uni, après Margaret Thatcher ou encore Theresa May. En tout cas, elle a déjà promis un soutien immédiat pour les ménages et donc les populations les plus en difficulté dans le pays, dans le contexte actuel. On verra donc ce qu'il en est chez nos voisins anglais. 3e actualité désormais, on repart dans un autre pays, direction le Chili en Amérique du Sud, où il s'est passé un fait politique assez majeur, puisque les Chiliens ont rejeté à plus de 60% ce dimanche le projet d'une nouvelle constitution. La constitution étant donc la loi suprême en quelque sorte du pays, qui est au-dessus de toutes les lois. Cette constitution en fait était soumise à un vote obligatoire de la population à travers ce référendum, et elle a été donc rejetée. En fait, en 2019, il y avait eu un gros mouvement de contestation et de mouvement de manifestation au Chili, et suite à ça, eh bien, les Chiliens avaient voté pour qu'une assemblée de citoyens rédige une nouvelle constitution. En effet, l'actuelle constitution date des années 70-80 et donc de la dictature de Pinochet, alors que le Chili est une démocratie depuis, et donc eh bien, certains voulaient une évolution de cette constitution. Ce nouveau texte d'ailleurs prévoyait de nouveaux droits sociaux, comme par exemple le fait d'inscrire le droit à l'avortement dans la constitution et donc de le sacraliser et de le garantir, disons. Il y avait aussi des nouveaux droits pour les peuples indigènes ou encore la nature et les animaux. Mais donc
donc cette constitution a été rejetée. Alors comment l'expliquer? Il y a plusieurs raisons qui sont avancées, notamment beaucoup de débats sur pas mal de mesures précises qui ont été intégrées comme ça à cette constitution. Et donc l'addition finalement de toutes ces oppositions sur tel ou tel sujet a pu entraîner comme ça une opposition assez importante au final sur des sujets parfois sensibles. Bref, j'ai dit constitution 150 fois dans cette actu, mais si vous voulez en savoir plus du coup, eh bien je vous mets des liens directement en description. Allez, pour la dernière actualité, comme pas mal de fois ces derniers jours, on termine avec une actualité un petit peu plus légère, parfois une bonne nouvelle, parfois une actu assez insolite. En l'occurrence, c'est un petit mélange des deux. Un pêcheur brésilien a survécu 11 jours en pleine mer grâce à son congélateur. Mais alors de quoi parle-t-on en fait? D'après plusieurs médias brésiliens, il était en pleine mer quand la coque de son bateau s'est fissurée. À ce moment-là donc il a commencé à couler, il lui fallait quelque chose sur lequel se reposer. Il a donc décidé d'utiliser une des rares choses qui pouvait flotter comme ça dans son bateau, à savoir un congélateur. Il s'en est donc servi en quelque sorte comme canot de sauvetage. Alors pour tenir, il a embarqué avec lui pas mal de poissons, sauf que au bout de quelques jours, eh bien l'eau commençait à pénétrer dans le congélateur. Du coup, il a dû évacuer l'eau au fur et à mesure à la main. Bref, malgré le soleil, malgré les requins et la mer parfois agitée, il est quand même resté 11 jours à la dérive dans son congélateur avant d'être finalement sauvé par un bateau de pêche qui était présent à côté. Vous êtes beaucoup à nous faire des retours super constructifs et intéressants sur les choix du sujet, etc. ces derniers jours. Merci beaucoup vraiment du fond du cœur pour tous vos commentaires. Je sais que vous avez notamment apprécié le fait que vendredi on a mis beaucoup d'actu internationales dans les actus en bref, un peu en mode tour du monde avec plein d'actus différentes. On refera ça du coup assez régulièrement, mais merci beaucoup en tout cas pour tous vos retours. C'est important d'être à l'écoute pour améliorer au quotidien tous les formats. En tout cas, si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les actus suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit à demain pour de nouvelles actus.